Salut chers amis auditeurs. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte. Émission animée par votre humble serviteur Rémia et page Facebook gérée par Regina. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radiopassion.fm. Pendant 60 minutes, on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis. Top. Je suis parti, je devais te quitter. Petite fille, tu en as pleuré. Tu m'as donné ton amour de 15 ans. Je l'ai gardé en m'en allant. Je reviendrai pour fêter tes 16 ans. Je reviendrai, j'en fais serment. Comme revient le printemps, je reviendrai pour tes 16 ans. Dans ce pays où je suis loin de toi, souvent la nuit, je ne dors pas, les yeux fermés. Je me redis qu'un jour je reviendrai vers ton amour. Je reviendrai pour fêter tes 16 ans. Je reviendrai, j'en fais serment. Comme revient le printemps, je reviendrai pour tes 16 ans. Et plus jamais tu ne devras pleurer comme tu l'as fait quand je t'ai quitté. Je sécherai tes larmes d'un baiser et je saurai te faire oublier. Je reviendrai pour fêter tes 16 ans. Je reviendrai, j'en fais serment. Comme revient le printemps, je reviendrai pour tes 16 ans. Ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la, ya la la la. Bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. Alors aujourd'hui on a un invité de marque qui est là, je dirais grâce à un contact de Serge. Et donc je vais laisser la parole à Serge pour cette émission. Serge qu'on commence à avoir l'habitude depuis maintenant presque 2 ans qui vient régulièrement. Coucou, bonjour Serge. Bonjour, et je te laisse Damien. donc... Bonjour Emmanuel. Voilà, Bonjour Serge, bonjour Ange. Bonjour. Aujourd'hui je vous propose de replonger au début des années 70. Une époque où il y avait un petit vent de liberté, d'insouciance, et où les artistes romantiques nous faisaient rêver, et il y avait un avenir, je vais dire, de ce côté-là. Un artiste comme Emmanuel Saint-Laurent, qui avec sa chanson Pour tes 16 ans, qui a marqué toute une génération. Emmanuel Saint-Laurent, de son vrai nom Pierre Luca, est né en Grèce. En 1967, à l'âge de 15 ans, il fuit le régime des colonels pour venir s'installer en Belgique, près de Liège, où il sort son premier 45 tours, L'amour en français. Après avoir remporté le premier prix de l'émission Chansons sans frontières, tu as remarqué par la profession dont un certain Albert Gérard. Est-ce que c'est vraiment là que ta carrière a débuté ? Professionnellement, discographie,
Oui, c'est là que ça a commencé. Et moi, j'étais arrivé en Belgique, comme tu as dit, à 67. Je venais de fuir la Grèce, les colonels. Avant, j'étais musicien dans un spectacle, dans une salle de spectacle très connue au centre d'Athènes, Plaka, juste en dessous de l'Acropole, où je m'étais présenté à l'âge de 12 ans avec ma guitare un soir. Et je suis descendu là, et il y avait le serveur qui préparait les tables, tout ça. Il allumait les bougies, c'était éclairé avec des bougies, des bouteilles de whisky et tout ça. On mettait une bougie dessus, et c'était ça l'éclairage. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Un petit gamin de 12 ans. Je dis, je suis musicien et professionnel et je cherche du travail. Alors il m'a dit, moi je ne cherche pas, je n'engage pas, moi je suis le serveur ici, mais le patron il est là dans son bureau, si tu veux, va le voir. Enfin, il est toqué à la porte, je suis rentré, qu'est-ce que tu veux faire ici? Je dis, je suis musicien professionnel monsieur, et je cherche du travail. Une fois de plus, il me regarde de haut en bas, musicien professionnel? Je dis, oui monsieur. Et tu joues quoi? Tout. Comment ça tout? Je dis, tout ce qui passe dans les radios, tout ce qui est nouveauté, je le joue. Alors il a voulu me mettre en épreuve. Il a dit, ben viens, suis-moi. Je l'ai suivi, il m'a fait monter sur scène. Il a allumé toutes les lumières, les projecteurs et tout ça, et joue. Alors, j'ai commencé à jouer. J'ai d'abord joué une composition que je venais de faire pour ma mère. Et puis, je me suis lancé à jouer une autre chanson. Et puis, il y a eu le stress, il y a eu le nouveau de pouvoir monter sur une scène que je ne connaissais pas encore et tout ça. Et je me suis mis à pleurer. Alors, il est venu vers moi. Il m'a dit, Tracasse, ne pleure pas. Tu es bien, tu chantes bien. Alors, ce que je te propose... Avant que le programme commence, parce qu'il y avait un programme avec plusieurs chanteurs et chanteuses, tu joues pendant que les gens s'installent et tout ça, tranquille. Puis il y a le programme, et quand le programme aura fini, que les gens restent encore, ben, tu continues à jouer, ou tu passes de table à table, ou tu t'assieds à une table avec des gens et tu joues pour eux, il n'y a pas de souci. Donc pendant les 6 mois, j'ai fait ça, et j'étais très content, j'avais trouvé un travail. Et puis le guitariste qui accompagnait le programme, il s'est marié. Donc il y a eu une place, et c'est moi qui ai pris cette place. Je suis devenu musicien professionnel pour du vrai. Là, j'accompagnais tout un programme. Et puis le 21 avril 1967, à minuit 10, la porte de l'établissement a éclaté. Et il y a eu une trentaine de soldats qui sont descendus. Ils nous ont tous attrapés. Ils nous ont mis dans des camions de l'armée, ils nous ont amenés dans un camp de l'armée et ils ont commencé à nous torturer et à poser des questions. Donc, quand mon tour est arrivé, je me suis retrouvé devant, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était, lui, grand-duc, quoi, je ne sais pas, leur truc, avec 2 soldats armés à côté de moi qui me tenaient bien assis sur mon siège. Et ils m'ont demandé d'où je prends les informations. Alors je vous le jure, encore aujourd'hui, j'ai jamais pris une information de quoi que ce soit. Et alors je dis, j'ai pas d'information, monsieur. Alors j'ai reçu une de ces gifles de la part du soldat parce que il prétendait que je me foute de lui, or que je me foutais pas, j'étais honnête. Pareil, 2-3 fois, et puis après il a dit, il est musicien lui, oui. Ben brûlez-lui la main. Ça fait qu'ils m'ont brûlé la main avec une cigarette, que j'ai encore la trace ici. Et puis, ils nous ont coupé une frange des cheveux sur le devant, là, avec une tenaille, là, on ne sait pas comment on appelle ça. Et on m'a mis pendant 3 jours dans un cachot avec d'autres. Et puis un jour, quelqu'un est rentré, il a demandé mon nom. Je dis, c'est moi. Ils m'ont attrapé comme un malpropre et ils m'ont tapé dehors. Ça fait que je ne pouvais plus rester dans un état comme ça, en Grèce, quoi. C'était impossible. Tous les clubs étaient fermés, on ne pouvait plus circuler après 10 heures, il n'y avait plus de travail, plus rien. Et l'oncle de ma meilleure amie
qui était un transporteur qui transportait des produits grecs vers l'Allemagne, la Belgique et tout ça, partait 2 jours plus tard avec une cargaison d'oranges vers l'Allemagne. Et on l'a supplié, tombé à ses pieds, embrassé ses pieds pour qu'il me prenne avec. Au départ, il ne voulait pas parce que je n'avais pas ni passeport ni rien. Et il prenait un grand risque, mais il l'a quand même fait. Il m'a mis sur le devant du camion, là, puis après, il a mis toute sa cargaison derrière. Et pendant 2 jours et demi, je suis resté là, jusqu'à arriver en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, où il a tiré les caisses. Et il m'a dit, voilà, nos chemins se séparent ici. Il est parti vers où il devait aller. Et la Belgique est là, l'Allemagne est ici, tu vas où tu veux. Alors, je fais du stop. Et il y a quelqu'un qui m'a pris avec une belle voiture noire et on est parti. Sur le long des chemins, il me parlait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait parce que je ne parlais pas la langue. Enfin, je voyais qu'on avançait vers une ville et puis c'était la ville de Liège. Et puis j'ai vu cette grande tour, la tour Kennedy, bien connue par les Liégeois, qui était la plus haute de l'époque. Et pour moi, c'était l'endroit idéal comme repère. Alors je lui ai fait signe de m'arrêter là-bas. Je suis descendu. Et alors sur le côté gauche, il y a le pont Kennedy qui va vers la rue Grétry. Et sur la droite, ça va vers le centre-ville. J'ai pris vers la gauche. Et vers la gauche, je veux dire à quoi, 250-300 mètres plus loin, sur le trottoir, il y avait un établissement où, à travers les vitres, on voyait un pianiste qui jouait et une dame assez forte qui chantait et un public qui partageait une belle ambiance. Et je me suis dit, tiens, musique, je vais rentrer là-dedans. Alors je suis rentré et j'ai fait quelques pas dans cette salle-là. Il y a quelqu'un qui est venu me demander quelque chose que je ne comprenais pas. Et moi, je souriais, je secouais la tête, genre oui, oui. Il m'a redemandé 2-3 fois la même chose que je ne comprenais pas. Et puis, il m'a pris pour vouloir me mettre dehors. À mon avis, soit ça devait être réservé que je n'avais pas réservé, soit il me demandait qu'est-ce que je vais boire ou m'asseoir. Je ne comprenais pas. Donc, moi, j'ai voulu me défendre parce que j'ai pas envie qu'on me bouscule comme ça. Et la femme, elle a vu qu'il y a une bagarre qui commençait. Elle a dit italiano. J'ai dit non, greco. Ah, greco, Zorba le grec. Ah, ça a fait tilt dans ma tête. Zorba le grec. Je me suis avancé vers le pianiste. Je lui ai dit sol majeur. Il m'a fait un sol majeur et j'ai commencé à jouer Zorba le grec. Alors ça a été l'ambiance et tout ça, les gens qui aimaient. J'ai fait encore une ou deux chansons à moi. On m'a offert des bières que je n'avais jamais bu autant de ma vie. Et puis vers minuit, 11h30, minuit, j'étais sur la banquette en train de dormir. Jusqu'au petit matin où Madame Guylaine Méry, elle s'appelait, c'était un endroit bien connu à Liège, comme petit cabaret chantant. Elle est venue avec une tasse de café et elle me montrait en face en me disant « grec, grec, grec ». Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Donc, on a traversé la route ensemble, on est arrivé dans un dépôt des produits grecs. Et le monsieur qui était là, on a commencé à parler. Ah oui, je dis, je viens d'arriver hier soir, voilà, j'ai chanté là en face et je me suis endormi. Et voilà. Et qu'est-ce que tu viens faire en Belgique? Je dis, je cherche après mon père. Il me dit, comment il s'appelle? Je dis son nom. Il dit, écoute, je l'ai connu, mais il y a longtemps que je ne l'ai plus vu. À mon avis, il n'est plus là, mais pour être sûr, va à l'ambassade grecque qui se trouvait boulevard d'Avroy à ce temps-là. Et là, ils te donneront des informations. Je suis allé là-bas, chercher. Ils ont trouvé ce dernier domicile et tout ça, mais il avait quitté le pays, il était retourné en Grèce. Et le responsable de là, il me dit, t'es musicien? Je dis oui, tu chantes, tout ça, oui. Je te dis ça parce que la RTBF, qui est la chaîne nationale de télévision ici, ils organisent un concours qui s'appelle Chansons sans frontières. Et il y a d'autres pays qui sont là, l'Espagne, le Portugal, la France, la Hollande. Si jamais tu veux représenter la Grèce, je dis oui, avec plaisir. Alors ils m'ont inscrit là-bas et je représentais la Grèce. Je chantais ma chanson et j'ai gagné le premier prix. Alors en sortant des coulisses, j'ai rencontré un jeune homme qui était 4-5 ans plus âgé que moi.
et qui m'a dit, moi, toi, faire vedette, disque, télévision et tout ça, je dis oui, oui. Et il m'a fait signer un contrat d'exclusivité. Et ce contrat-là, c'est un contrat piège, puisque 35% pour lui, 5% pour moi, et c'est toujours valable au jour d'aujourd'hui. C'est un contrat à vie que je n'ai jamais su casser, puisque j'étais parti aux États-Unis et tout ça, et que je ne m'étais pas occupé pour briser ça, donc c'est toujours d'actualité. En 1973, c'est la consécration. Tu sors pour tes 16 ans, qui devient numéro 1 dans plusieurs pays. À Monte-Carlo, Monaco, avec la chanson Pour tes 16 ans, tu reçois le prix du lauréat 1974 des mains de la princesse Caroline de Monaco. À 21-22 ans, c'est un peu comme un conte de fées pour toi. Ça l'était, ça l'est toujours un conte de fées. Parce que beaucoup d'auditeurs ne savent pas ça. Moi, je suis un orphelin de naissance. Ma mère, elle m'a abandonné le jour où elle a accouché. Et mon père, il était déjà parti depuis bien longtemps. En fait, c'était 2 amants, c'était 2 gamins. Elle avait 16 ans, peut-être lui 20 ans. Et dans ces années-là, c'était compliqué pour une femme d'assumer mère seule, quoi. Donc, elle a choisi l'abandon. Donc, quelques temps plus tard, 2 ans plus tard ou quoi, ma grand-mère, qui a appris par un ami de son fils que son fils, mon père, avait eu un enfant illégalement quelque part, elle a fait des recherches, elle m'a repris chez elle, et elle m'a donné le nom de la famille, elle m'a baptisé même et tout ça. Mais à l'âge de 8 ans, elle est morte. Ça fait que, en rentrant de l'école, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu le cercueil devant la porte et tout ça, je ne pouvais pas accepter ça. Et j'ai tout laissé tomber, livres, cahiers et tout ça. Et je suis parti de là où nous étions jusqu'au port de Pirée en courant, parce que j'avais peur qu'on me reprend, qu'on me mette dans un orphelinat. Parce que tous les voisins, ils disaient, quand la vieille sera morte, le petit, il ira à l'orphelinat. Et pour moi, l'orphelinat, c'était une prison. Ouais. Donc, je suis parti là-bas et j'ai commencé de la rue à essayer de gagner ma vie en vendant des cigarettes. J'ai eu une idée comme ça. J'ai eu un paquet de cigarettes que je l'ai étalé sur une petite planche que je tenais autour de mon cou et je marchais dans la rue, cigarette, cigarette, cigarette. Et les gens, du fait que j'étais un petit gamin, ils venaient m'acheter et au lieu de me payer 2 cents la cigarette, ils me donnaient 1 franc ou 2 francs. Voilà. Donc, avec ça, je pouvais aller manger quelque chose, je pouvais aller dormir quelque part, c'était mon petit business. Et un jour, parce qu'à ce temps-là, le port de Pirée, il était rempli par l'armée américaine qui avait sa base là-bas pour s'occuper de toute la Méditerranée. Un soldat qui traversait la route sans regarder, et moi j'allais de l'autre côté pour aller vers le port parce qu'il y avait un nouveau bateau qui arrivait, et quand il y avait des nouveaux bateaux qui arrivaient, après 2-3 mois de voyage, dès qu'ils sortent, ils dépensent. C'était de quoi gagner de la vie. Paf, il m'a bousculé par terre, il m'a pas vu, je suis tombé en plein milieu, le bus qui est arrivé, il s'est arrêté là, derrière le bus, le taxi a fait un accident, et la voiture après, ça fait que les 3 conducteurs, ils sont sortis, ils me tabassaient, espèce de connard, tout ça. Et puis après, une main m'a tiré de là, j'étais plein de bleu, je saignais du nez, on m'a tiré de là, je regardais ce soldat américain qui portait une guitare sur son dos, et il m'a donné sa guitare, il dit « This is for you ». Et il est parti. Et je me suis retrouvé avec une guitare. Ah, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors à ce temps-là, il y avait une vieille dame qui était malade, elle avait l'éléphantose. Ça veut dire que des gros pieds comme ça, elle ne sait pas marcher, c'est rien. Et moi, en passant là, quand je vendais des cigarettes, elle venait à la fenêtre acheter des cigarettes. Et en hiver et en froid, elle me proposait de venir dormir chez elle. Il y avait un divan et il y avait une grosse radio, comme dans le temps,
où tu tournes le bouton et tu es aussi vite en Espagne, au Mexique, en Amérique, en Italie et tout ça. Et moi, je tournais le bouton, j'écoutais des musiques et avec mon oreille, je trouvais les morceaux et ainsi de suite. Ça a duré 2 ans et au bout de 2 ans, j'avais tout le répertoire de l'époque. Voilà pourquoi un jour, quelqu'un il m'a dit, mais je prenais le bus. N'importe où il va, je m'en foutais, n'importe quel bus. Et où il arrêtait, je descendais. Je trouvais le devant d'une église, le devant d'un établissement, tout ça, je me mettais à jouer. J'avais directement autour de moi 15-20 personnes qui me donnaient de l'argent. Ou on m'invitait à un restaurant jouer et ils me donnaient à manger de l'argent. Ou on m'invitait à des... ma petite fille, elle a son anniversaire, vient jouer avec elle chez nous. Donc j'étais musicalement formé et j'étais à l'aise partout. Donc il me dit, qu'est-ce que tu fais ici dans la rue? T'es bon, pourquoi est-ce que tu ne vas pas là où il y a des endroits avec que des musiciens et des clubs, tu trouveras du travail. Et je suis parti de Pirée, je suis remonté à Athènes à Plaka et je suis descendu à cet établissement-là où j'ai eu mon travail. Donc c'est un conte de fait, je veux dire, Oui, pour retomber à ton part, truc. oui, C'est quelque chose où on l'a jamais programmé, un truc comme ça. C'est la vie qui t'amène, c'est le vent qui te pousse, qui t'amène là-bas et je me suis laissé pousser par ce vent. D'accord. Ben, je te propose qu'on écoute Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Même pas en te faisant l'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Aucun serment à toi ne m'enchaîne. Je n'ai jamais dit le mot toujours. Car si un jour la vie nous sépare, je ne veux pas t'avoir trompé par des mots que l'on dit sans y croire et qui s'empressent de s'envoler. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Car l'amour engendre trop de haine. Quand on cherche à l'oublier un jour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Même pas en te faisant l'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Même pas en te faisant l'amour. Non, je ne t'ai jamais dit je t'aime. Non, je n'ai jamais parlé d'amour. Non, je ne t'ai jamais... Pour la chanson que l'on vient d'entendre, tu m'as expliqué aux antennes qu'elle était sortie avant pour tes 16 ans. En 1972. Et il y avait la face B qui était Lady. Et quelque chose de spécial, il se produit dans les radios. C'est que les 2 chansons, elles étaient toutes les 2 numéro 1, numéro 2 une semaine. Et la semaine après, la face B numéro 1, Je t'ai jamais dit je t'aime numéro 2. Et ça a duré 7-8 semaines, ça. C'était quelque chose d'unique. Un disque avec les 2 faces au numéro 1. Quoi. Petite Lady qui est sortie en 5 versions, j'ai entendu. Oui, et il y a eu même une version en Australie par un Australien, je ne me souviens plus de son nom, il y a trop longtemps tout ça. Qui a fait un bon bout de chemin, cette chanson en tout cas. Oui.
Pour ta guitare, je reviens à ta guitare, qui a été faite par un luthier Oui, et que tu appelles affectueusement, pas le Marguerite. luthier, hein, ta guitare, Marguerite, oui, qui a en fait plus de 55 ans. oui. Cette guitare-là, quand je travaillais au club, là, le soir, en étant gamin, là, je suis allé trouver le luthier, un des meilleurs luthiers, et je lui ai demandé de faire une guitare pour moi. Alors, ce luthier-là, il prenait des mesures comme quand on va chez un couturier. Il a d'abord mesuré ma main, le creux de ma main, mon torse, la façon que je passe la main, tout ça. Il a fait ça et il a mis 1 an pour la faire. Donc, il a commandé son bois d'ici, ce sont des bois de Canada. Le bois de contour, ça vient des Indes. Le bois du manche, où on joue dessus, c'est de l'ébène d'Afrique. Le manche entier, il est sculpté, carrément sculpté. Il y a toute une tête, une grande tête comme ça. Et les clés, c'est de l'or plaqué. Donc c'est une guitare qui a coûté à l'époque le prix d'un petit appartement, quoi. Ah oui, quand Et même. que j'ai payé par mois pendant 2 ans et demi, 3 ans pour pouvoir l'avoir. Mais quand je l'ai eu et quand je l'ai, Marguerite, elle a fait plier, quand j'étais aux États-Unis, pour le faire court, Telly Savalas, Frank Sinatra. Frank Sinatra, Frank Sinatra. Bob Hope, Barbara Streisand. Quand je me mettais droit, que je commençais à jouer, ils étaient tous là-bas comme s'ils attendaient la messe. Pas un mot. Et une fois après, ils venaient, ils me remplissaient la guitare de billets. Mais quand je rentrais à la maison, je faisais ça comme ça, j'avais une petite fortune. Ah ben Chaque oui, fois tu que je m'étonnes. jouais, quoi. Et puis ils ont dit, ils m'ont prenaient dans leurs soirées, ils faisaient des soirées avec 200-300 personnes, des parties et tout ça. Et moi, j'étais la vedette de la soirée. Et je m'étais là, je jouais pour tous ces gens-là, c'était magnifique, c'était magnifique. Voilà, cette guitare-là, elle a élevé ma famille Ouais. et elle est toujours là chez moi. Je Je crois- ne la sors plus pour jouer parce que je ne tiens plus à ce qu'elle ait des coups, des refroidissements, parce que ça va rester dans la famille, ça. Ouais, je crois qu'on peut dire le nom du luthier, c'est un certain Panaghi, Oui, c'est ça, hein? oui. Il est mort maintenant depuis longtemps, mais il y avait des Espagnols et des Sud-Américains qui venaient en Grèce pour fabriquer des guitares chez lui. Il était exceptionnellement bon. Il a un truc qu'il faisait, bon, on va pas rester longtemps, mais l'intérieur des guitares, normalement, on met des bois comme ça pour se tenir. Lui, ces bois-là, il est taillé au milieu pour faire un creux, pour que le son puisse passer aussi, qu'il n'ait aucun frein. Quand il faisait un sol basse, ça va être comme ça encore aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'est une légende ou tu possèdes vraiment la guitare de Carlos Santana? C'est pas une légende, c'est une vérité. Par les mains de Carlos Santana, et ça s'est passé, l'achat, ça s'est fait au Grand Forêt Nationale quand il était là. C'était prévu, j'avais contacté son constructeur qui est PRS, Paul Red Simon, qui avait fait une guitare pour Santana, spécialement pour Santana. Il n'y avait que Santana qui pouvait jouer avec ça, mais il lui en avait fait 13. Et moi, j'ai pu acheter la 13e guitare, signée par Santana lui-même. Belle pièce de collection. Oui, En 1980, tu pars aux USA, oui, où tu sors un album de Noël qui a un très gros succès. oui, Tu écris Jésus, Hitler et moi, qui était supposé devenir un scénario pour un film avec Telly Savalas, oui, que tu as parlé tout à l'heure, mais malheureusement qui décédera avant le tournage. voilà. Et le projet tombe à l'eau. Oui, parce que moi tout seul, je n'ai pas le cachet de Telly Savalas, la popularité pour déraigner un film, quoi. Donc, c'était prêt, c'était magnifique. C'était puis une belle ça rencontre, en tombait tout à l'eau, cas. quoi. C'est une très belle rencontre aussi. Ah, magnifique, magnifique. En fait, je commençais par rencontrer sa mère quand je suis arrivé aux États-Unis, je vais le faire bref. Pareil, je suis arrivé à Los Angeles ne connaissant personne, parce que j'ai voulu quitter cet impresario mafieux ici en Belgique qui me souciait la peau de mon dos et toutes les chansons que vous voyez ici devant vous et qu'on en parle,
c'est la peau de mon dos qui est là-dedans. Il m'a tout arraché. Donc, je me suis dit, ras-le-bol de lui, j'ai pris ma guitare, je suis parti à Los Angeles, comme ça. Et alors, là, arrivé à Los Angeles, c'est une ville inimaginable. Je connaissais personne. Et je suis allé à l'église grecque, j'ai demandé de l'aide là-bas pour voir où il y a des établissements et tout ça. Et ils m'ont dirigé vers un établissement en plein centre de Hollywood, où je commençais à jouer là-bas. Là, j'ai joué, j'étais le joker. Il y avait un programme. Alors, j'étais le guitariste quand il prenait sa pause. Quand le pianiste prenait sa pause, j'étais le pianiste. Quand le bassiste il prenait sa pause, j'étais le bassiste. Quand le batteur il prenait sa pause, j'étais le bassiste. Et puis je venais chanter et des trucs comme ça. Donc voilà. Et puis là, il y avait le Hilton, Hollywood Hilton. Et je suis allé un jour boire un verre. Et il y avait une vieille dame, courbée comme ça. Et on m'a dit qu'elle est grecque. Alors je me suis approché vers elle et je lui ai parlé en grec. Elle m'a regardé comme ça parce qu'elle ne pouvait pas retourner. Et je lui ai expliqué qui j'étais et c'était la mère de Telly Savalas. Alors, la voyant comme ça, qu'est-ce que je faisais moi? Je prenais ma guitare les après-midi et j'allais auprès d'elle et je lui jouais. Et ça lui faisait bien plaisir. Puis un jour, sa nourrice, ou je ne sais pas comment on appelle la femme qui l'aide, qui poussait son... Elle a fait tomber des escaliers, elle a tout cassé, tout ce qu'elle avait déjà cassé, donc elle s'est trouvée à l'hôpital avec un fer comme ça, droit pour la tenir droit, et elle souffrait le martyre. Alors j'allais dans l'hôpital, dans sa chambre, jouer. Mais tous les grands acteurs, parce que c'était une grande dame connue, elle était peintre et tout ça, tous les grands acteurs qui venaient lui dire bonjour et la voir, ils me voyaient jouer. Donc j'ai fait la connaissance de tous ces gens-là, Kirk Douglas, son fils Michael, et alors je suis devenu connu dans ce milieu-là qui m'a propulsé à être une vedette, je veux dire, là-bas. On me véhiculait avec des limousines et j'ai vécu une vie de rêve là-bas. Ouais, je m'en doute. Voilà. Et je te propose qu'on écoute Petite Lady Oui. et la fin de la danse. Oui. Et comme ça, maintenant, on peut attaquer. Toi, tu es parti, tu m'as quitté, petite lady. Toi, tu n'es plus là, mais je te sens tout près de moi. Je t'offre cette chanson. C'est la dernière que tu chantais. Elle est pour toi, cette chanson. C'est une de celles que tu aimais. Emporte-la dans ce pays où l'on dit que la vie est belle. Emporte-la, petite lady. Je te la donne, prends bien soin d'elle. On se connaissait depuis toujours. Nous avions bien plus que de l'amour. On avait grandi en même temps. Mais il faut se quitter maintenant. Ce n'est pas ta faute et quant à moi, j'aurais voulu partir avec toi, car je me sens tellement seul ici, si seul sans toi, ma petite lady. Est-il vrai que viendra un jour
ton amour. Un jour où nous serons réunis pour la vie, petite lady. T'es serré doucement dans mes bras au début de la danse. Tu t'es blotti tendrement contre moi tout au long de la danse. Nous étions seuls tous les deux au milieu de ces gens qui dansaient. Au fond de moi, j'espérais que cet air ne finirait jamais. Oh, oh, oh. J'aurais voulu te garder dans mes bras à la fin de la danse. J'aurais voulu te serrer contre moi à la fin de la danse. J'aurais voulu te crier, reviens-moi. Du cœur, j'ai gardé cette chanson qui me parle de toi. Et dans la nuit, bien souvent, je l'entends. Et j'ai le mal de toi. Je sens encore tes cheveux sur ma joue. Et je voudrais te dire les mots d'amour qu'en dansant ce soir-là, je n'osais pas te dire. Oh, oh, oh. J'aurais voulu te garder dans mes bras à la fin de la danse. J'aurais voulu te serrer contre moi à la fin de la danse. J'aurais voulu te crier, reviens-moi, donnez-moi une chance. Je n'ai rien dit, je suis resté là à la fin de la danse. Oh, 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 oh. En 1990, tu reviens des USA et tu crées une ASBL Dem Art, Oui. qui a pour but d'aider les jeunes artistes. Oui. Encore maintenant, tu donnes des cours, je crois. Oui, j'ai commencé à donner cours déjà il y a une quinzaine d'années. Déjà, avec l'ASBL Démarre, j'avais ouvert un piano-bar qui s'appelait La Cité des Étoiles, à Chaudfontaine. Avant ça, nous avons eu avec Julie un piano-bar à Spa qui s'appelait Le Nulle Part Ailleurs, où tout le show business d'époque des francopholies, les francopholies, ça a commencé chez nous.
C'est nous qui avons servi les champagnes à Gardier et au directeur des Francopholies qui avait été le chercher à La Rochelle pour créer le programme ASPA. Alors j'ai fait les premières Francopholies sur la scène et tout ça. Et on avait déjà commencé à voir tous ces artistes-là. Mais tous les noms, ils sont passés par là. Pierre Bassilieu, Johnny, tout ce qui était sur la grande scène là-bas, nous étions à 5 mètres plus bas, quoi. De notre fenêtre en haut de la cuisine, on était au même niveau que la scène, on les voyait tous. Hein. Alors ils venaient prendre un dernier verre là-bas. Et puis j'ai fait Chaudfontaine. Et là, Chaudfontaine, ça a été aussi... Là, je commençais à créer avec les artistes, des jeunes artistes que j'ai pris, et j'ai créé une comédie musicale, La Saga des Étoiles, qu'on a présentée au Casino de Chaudfontaine à la Grande Salle pendant 2 jours. Ça a été le grand succès. Là aussi, c'était super. Ça a mal tourné à la fin parce que on est venu, il y a une bande de casseurs qui sont venus nous saccager un soir. Moi, ils m'ont cassé le bras, ils m'ont cassé l'épaule, ils m'ont cassé une dent. Mon fils, ils l'ont envoyé à l'hôpital pendant 2 semaines dans le coma. Et puis, ça a été fini. Il y a eu une mauvaise publicité qui s'est faite. La télévision en a parlé, les radios en ont parlé. Les gens ne voulaient plus venir. Et puis moi, je ne savais plus rien faire parce que j'étais plâtré pendant 3 mois comme ça. Alors quand ils venaient jouer, je ne savais pas jouer, je mettais un CD. Quand tu payes ton verre 6 et 7 euros et 10 euros, tu n'as pas envie d'entendre un CD, quoi. Donc ça a été fini. J'ai vu que tu as sorti un CD, rien que musique guitare, Oui, avec la fameuse chanson La danse des dauphins. la danse de dauphin. Oui. Tu es pas venu seul, tu es venu avec ta guitare. Oui. Mais je ne vais pas te faire la danse des dauphins parce que on l'a, et tu vas pouvoir la jouer, tu l'as sur ton CD. Elle est magnifique. Ce que je vais te faire avec ma guitare, c'est une petite improvisation, juste pour m'échauffer un peu les doigts et pour vous montrer les sons de cette nouvelle guitare-ci. Voilà, si on a un peu de temps. Oui.
Super, un beau cadeau pour nos auditeurs. Un grand merci. Merci beaucoup. Je te propose sur ce très excellent morceau d'écouter Le Pays de Brel. J'ai connu ce brouillard qui venait de l'Escaut. J'ai senti la neige me coller à la peau. Dans ces campagnes où se niche l'hiver, de cette Belgique-là où a immigré mon père. Mon père. De l'usine à la mine, j'ai retrouvé ses traces. Dans les galeries profondes, les souvenirs se glacent. Comme étal et charbon valait encore de l'or. Sur cette terre d'accueil devenue mon décor. Mon décor. Pour tous ces gens du Nord, simples et modestes, j'ai laissé un peu de moi d'est en ouest. Sous l'emprise de la couleur du ciel, je vis ma vie dans le pays de Brel. Dans le pays de Brel. De ville en ville, je joue sur ma guitare. Je chante son plat pays avant qu'il ne se sépare. Malgré les différences, malgré les désaccords, c'est toujours un plaisir de voir la mer du Nord. Chocolat chaud, parfume les bistrots. Les bières spéciales égarent les cerveaux. Les frites, les moules, les poulets familiales sont depuis longtemps mon menu principal, mon plat dominical. J'adore les traditions, j'adore les carnavals. Quand on s'est réunis dans des grands festivals, pourvu qu'il fasse un peu de soleil dehors. De café, on trouve le réconfort et ça réchauffe nos cœurs. Pour tous ces gens du Nord, simples et modestes, j'ai laissé un peu de moi d'est en ouest. Sous l'emprise de la couleur du ciel, je vis ma vie dans le pays de Brel. Dans le pays de Brel. Je garderai pour toujours images éternelles d'une jeunesse folle, les années les plus belles dans le pays de Brel. Un petit mot que j'ai oublié au début de l'émission. Je dédie cette émission à Lise-Marie et à Rudy, à qui on remet un petit bonjour. Pareillement de ma part. Salut Voilà. Lise, salut Rudy. Emmanuel, on va parler pendant quelques secondes d'une passion que beaucoup de gens ne connaissent pas apparemment. Tu t'es lancé dans la peinture. Je me suis lancé dans la peinture dans les années 2000. En fait, dans les années 2000, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, je vais aller apprendre à manier le computer. Et avec la copine que j'avais à l'époque, on m'a dit, à ton âge, qu'est-ce que tu veux aller? Non, je vais aller. Alors, je me suis inscrit à une école qui était pas loin d'ici et je venais 1h15 de Liège pour venir prendre des cours et retourner et tout ça. Donc, ça a duré 6 mois
et j'ai appris à manier tous les programmes d'Internet et tout ça. Et quand j'ai quitté cette école-là avec le diplôme, que je peux utiliser Word et tout ça, quoi, je suis allé m'acheter un ordinateur. Et avec l'ordinateur, j'ai acheté avec moi le programme avec les peintures. Et je me suis mis à faire des peintures numériques, mais des trucs incroyables. Et tous mes amis venaient, ils regardaient ça, ils disaient « Wow, c'est génial » et tout ça. Alors j'ai appris que la télévision grecque, ERT, il y avait une parallèle dans ses émissions où elle proposait des artistes différents. Et je me suis inscrit là-bas. Et ils ont pris une de mes toiles numériques qu'ils l'ont gardé pendant 6 mois comme leur symbole de l'émission, en disant que j'étais le peintre qui avait annulé les pinceaux et les crayons parce que je faisais tout avec mon doigt. Je fais tout avec mon doigt. Donc après, j'ai mis ces peintures-là sur des formats et j'ai fait des expositions qui ont marché de tonnerre. Et ça m'a donné envie de refaire et de refaire. J'en ai fait 4-5 comme ça virtuels. Et puis dernièrement, il y a 2 ans, j'ai recommencé à faire la couleur et j'ai fait aussi 2 expositions en peinture couleur normale où ça a marché aussi. Et là, je prépare une 3e avec tous les animaux qui sont en train de disparaître, que j'ai découpé sur du bois et que je peins. Et j'ai peint sur toile l'environnement qui vivent et je les ai insérés dedans. C'est un travail, je vais vous le montrer après, c'est un travail impressionnant. Et là, on attend une salle pour pouvoir le faire parce que ce sont des grands formats cette fois-ci. Des formats qui font 2,20 m sur 1,80 m. Donc, on ne sait pas le mettre dans n'importe quelle petite salle, quoi. Mais je crois que pour les expositions, c'est sur un autre nom, c'est sur le nom de Luca. Look Us, c'est Lucas, mais en anglais, Look Us, ça veut dire regardez-nous. On a un site qui fonctionne très bien, on a des centaines de milliers de visiteurs qui viennent voir. Donc de ce côté-là, ça marche bien. Et là, je prépare un livre qui va sortir prochainement, Les fantômes du passé, où je raconte un peu tous ces fantômes qui ont vécu longtemps avec moi et que j'ai envie de les faire sortir une fois pour toutes et les faire partir ailleurs parce que ça m'a assez torturé, quoi. J'ai eu une vie assez torturée, une vie déchirée par justement des gens qui prétendaient m'aimer. Voilà. Comme c'est souvent le cas. Ouais. Ben, je crois qu'au cours de l'émission, on a découvert un artiste qui avait énormément de talent et plusieurs talents. Auteur, compositeur, chanteur, peintre, écrivain, scénariste. Une belle carrière quand même. J'ai accompli, en fait, le but de ma vie, c'était chaque jour de ma vie de créer quelque chose. J'ai derrière moi 4320 chansons et musique. J'ai 2 comédies musicales. J'ai des centaines d'étoiles, des disques, des chansons gravées, des trucs comme ça. Donc le jour où je partirai, ben, on aura vu que ce gars-là, il a vraiment fait quelque chose dans sa vie. Il n'est pas resté regarder la télé ou aller au café boire des verres, quoi. Je crois que c'est surtout ça l'émission. Beaucoup de gens vont découvrir aujourd'hui que finalement Emmanuel Soloran ne s'est pas arrêté aux années 70 avec les chansons romantiques, mais la carrière, elle est quand même énorme. Oui. Une très belle carrière. Elle est belle, j'ai rencontré des milliers de gens, j'ai joué pour des milliers de gens, j'ai fait des gens heureux. Je suis heureux de ce côté-là de pouvoir partager. Depuis que Pythagore a inventé la musique et qu'il a donné la musique aux gens par les lyres, par des trucs comme ça, c'est quelque chose qui relaxe l'esprit, qui repose la paix. La musique est faite pour ça, pas pour des destructions, pas pour des trucs négatifs, pour la belle chose, pour respirer, pour voyager. Et je fais partie de ces gens-là qui offrent un horizon et un voyage avec ma musique. Ce que je voudrais encore ajouter aux auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, on a eu la chance que tu as accepté notre invitation et je me suis retrouvé devant une personne qui, malgré toutes ses rencontres, toute sa carrière qu'elle a eue, est une personne d'une simplicité humble et d'une gentillesse. Et je tenais à le souligner parce que c'est rare, c'est très rare. On a beaucoup, il pourrait prendre du chapeau, comme on dit,
Et franchement, Pourquoi je suis faire? encore Pour plus prétendre? content que tu es venu pour Mais l'émission. ceux qui prennent le chapeau, c'est pour prétendre quelque chose qu'ils ne sont pas. Oui, Quand tu l'es malheureusement, vraiment, tu n'as pas besoin de mettre un chapeau, tu l'es. voilà. Ou que tu t'installes ou que tu fasses, tu montres ce que tu es, c'est suffisant. Me dire monsieur, tout ça, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je suis un être humain comme vous tous. J'ai la chance d'aimer la musique et de l'exprimer, et c'est tout ce que je fais. Je ne fais rien de spécial, quoi. Je mets mon cœur dedans et je mets mes émotions dedans. Ben, je pense qu'avec Rémi, on a passé un très très bon moment Moi aussi. et que nos auditeurs apprécieront. Au revoir à tous ces auditeurs. Merci à Lise et à Rudy encore une fois. Merci à Ange. Merci à toi, Serge. À très bientôt et qu'on se revoit prochainement. J'espère. Et je te propose de terminer l'émission, une très belle émission, avec Elle chantait Chalalala. Voilà. Donc ainsi se termine cette superbe émission. Je fais un peu de bruit avec le micro, mais c'est pas grave. Où je suis vraiment ravi, encore une fois, d'avoir reçu Emmanuel Saint-Laurent, comme je le disais en début d'émission. Ça faisait au moins 15 ans qu'on ne s'était plus croisés et t'as pas changé. Et ça, c'est important. Et comme vient de le dire Serge, t'es un mec, un vrai, avec un cœur vrai, un être humain qui vaut la joie d'être rencontré. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas que cette émission est rediffusée dimanche si vous avez loupé le début, et ça vaut vraiment la joie d'être écouté. C'était la plus belle émission de ma vie. Ciao, ciao. Sur le t-shirt bleu qu'elle portait, il était écrit Love and peace, amour et paix, sur le signe de la vie. Elle m'a dit viens dans ma rock and Rolls Royce, on m'appelle Mélodie. Je suis la route que les Beach Boys et elles sont suivies. Elle chantait Shalalala, Shalalala, je fermais les yeux. Shalalala, Shalalala, et j'étais heureux. Chante encore avec moi. Un building a sonné le glas de notre ère du marketing et de ses masses médias. Il a dit bouclez vos ceintures, 3, 2, 1, 0. Partons tout droit vers l'azur, destination le cosmos. Elle chantait Shalalala,